La France et l'Ukraine ont signé un accord historique d'armement, un accord qui intervient alors que le gouvernement ukrainien est secoué par un scandale de corruption majeur et que la Russie continue son invasion du territoire ukrainien. Mais alors, en quoi consiste cet accord et comment est-ce que cette affaire de corruption pourrait affecter un pays déjà fragilisé évidemment par cette invasion par la Russie? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Alors d'abord, on va revenir sur le scandale de corruption qui touche l'Ukraine depuis plusieurs jours. La semaine dernière, une enquête du Bureau national anticorruption d'Ukraine, qui est une institution indépendante du pouvoir exécutif, a officiellement accusé plusieurs officiels et proches de Volodymyr Zelensky d'avoir détourné environ 100 millions de dollars du secteur énergétique ukrainien. Alors sans rentrer dans tous les détails de l'enquête, l'opérateur national de l'énergie en Ukraine aurait notamment obligé ses sous-traitants à verser systématiquement 10 à 15% de la valeur des contrats en pots de vin, sous peine d'être rayé de la liste des fournisseurs. Les responsables présumés auraient donc créé un système non officiel qui orientait dans l'ombre la gestion de l'entreprise. Et concrètement, selon l'enquête, la gestion de l'opérateur national de l'énergie en Ukraine a été assurée non pas par des fonctionnaires, mais par des personnes extérieures qui n'avaient en théorie aucune autorité sur le sujet et qui privilégiaient donc leurs propres intérêts plutôt donc que les intérêts en quelque sorte de l'État. Et parmi les personnes à la tête de ce système de corruption se trouverait notamment le producteur ukrainio-israélien Timur Mindich, qui est aujourd'hui introuvable et qui aurait quitté l'Ukraine peu avant le scandale pour se rendre en Israël, selon des médias ukrainiens. Alors si ce nom ressort aujourd'hui, eh bien c'est justement parce que Timur Mindich, c'est un proche de Volodymyr Zelensky. Ils ont d'ailleurs cofondé ensemble une société de production audiovisuelle. Mais en parallèle donc de ce proche de Zelensky, il y a deux autres personnes qui sont visées. Il y a d'abord l'actuelle ministre ukrainienne de l'énergie, même si elle n'est pas directement visée à ce stade dans l'affaire. Mais il y a aussi l'ex-ministre de l'énergie ukrainien. Aujourd'hui, il est ministre de la Justice et il est accusé justement dans ce cadre d'avoir perçu des avantages personnels. Alors sur la demande de Zelensky, les deux ont remis leur démission et plusieurs autres personnes ont aussi été arrêtées. De ce côté, le président ukrainien n'est pas directement cité dans cette affaire, malgré donc ses liens évidemment avec des membres du gouvernement et avec Timur Mindich. Il tente donc de se tenir à l'écart du scandale. Il a promis, je cite, une refonte des entreprises publiques du secteur énergétique. Il affirme aussi que, je cite, toute combine découverte dans ces entreprises doit faire l'objet d'une réponse rapide et juste. Il y a à noter qu'en Ukraine, cette affaire, elle fait particulièrement scandale quand on sait que l'Ukraine est régulièrement touchée par d'importantes coupures d'électricité qui sont dues au bombardement massif par la Russie sur les infrastructures énergétiques. C'est donc un secteur déjà en difficulté du fait donc des attaques de la Russie. Mais en dehors de cette affaire de corruption, l'Ukraine traverse aussi une période qui est difficile actuellement sur le front. L'armée russe continue son offensive, elle met sous pression l'armée ukrainienne. On peut prendre l'exemple par exemple de la ville de Pokrovsk, qui est un bastion ukrainien qui est extrêmement important dans la défense de la région du Donbass. On est donc ici à l'est de l'Ukraine et en l'occurrence, cette ville pourrait être bientôt récupérée par l'armée russe. En fait, elle contrôlerait déjà aujourd'hui près de 90% de la ville. En parallèle, on peut noter que la Russie a revendiqué la prise de 3 nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine ce lundi. Bref, vous l'aurez compris, la situation en Ukraine, sur le plan militaire comme sur le plan politique, elle est aujourd'hui extrêmement tendue et c'est dans ce contexte-là que Volodymyr Zelensky multiplie les efforts pour tenter d'obtenir des nouveaux soutiens. Après la Grèce dimanche, il était en France ce lundi, il va aussi se rendre en Espagne demain. Alors que pensent les Européens de tout ça? Forcément déjà, ça a donné du grain à moudre aux opposants à l'aide ukrainienne. Par exemple, Matteo Salvini, qui est le vice-président du Conseil italien et l'un des leaders de l'extrême droite en Italie, lui a déclaré vendredi que le versement d'une nouvelle aide à l'Ukraine ne contribuerait pas à mettre fin à la guerre contre la Russie, mais risquerait, je cite, d'alimenter une corruption supplémentaire, même si il faut bien noter et être très factuel ici que le scandale de corruption dont on parle ici n'est pas lié aujourd'hui à des aides qui viennent de l'étranger. Mais selon de nombreux experts, cette corruption, elle pourrait aussi freiner l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, alors que le pays est candidat pour rejoindre l'Union européenne depuis 2022. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que pour rejoindre l'Union européenne, en théorie, l'Ukraine doit aligner sa législation et un certain nombre de règles sur les sujets de lutte anticorruption. Et donc tout cela pourrait fragiliser sa candidature. De son côté, le chancelier allemand Friedrich Merz estime que l'Ukraine, je cite, avance avec énergie dans la lutte contre la corruption. Et la France a quant à elle demandé, je cite, transparence et sérieux dans la lutte contre la corruption, tout en promettant en parallèle un soutien militaire appuyé à l'Ukraine. Et donc je le disais, aujourd'hui, Volodymyr Zelensky était à Paris, il a signé avec Emmanuel Macron une lettre d'intention qui se projette sur près de 10 ans et qui prévoit des possibles contrats à venir pour l'acquisition par l'Ukraine d'équipements
équipements militaires français. Alors attention, là c'est simplement une lettre d'intention, c'est pas un contrat ferme, ce qui veut dire donc qu'il n'y a pas d'engagement total sur ces ventes-là. Mais tout de même, parmi les équipements qui sont cités dans ce contrat, on retrouve 100 Rafales avec leurs armements associés. Des Rafales donc que l'Ukraine va pouvoir commander à la France au cours de la décennie à venir. On retrouve aussi d'autres formes d'armement comme un système de défense aérienne. Alors l'un des enjeux appuyés côté français comme côté ukrainien, c'est l'idée aussi de réduire la dépendance vis-à-vis des armements venant des États-Unis au vu du contexte actuel. Maintenant, il faut noter que la concrétisation de ce projet, elle reste pour le moment très incertaine. Il y a des contraintes budgétaires qui peuvent freiner certains achats. Dans tous les cas, évidemment, on continuera à suivre l'évolution de la situation. Au passage, avant de passer aux actualités en bref, je tenais à vous remercier pour tous vos retours sur notre bande dessinée Hugo Décrypte en Russie. J'ai fait pas mal de dédicaces ces derniers jours, vous étiez plusieurs centaines à chaque fois et je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos retours. Et je me permets de vous en parler aussi ici parce que certes, c'est une bande dessinée qui porte principalement sur la question de la Russie, mais évidemment, on évoque l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. On évoque aussi le fait dans cette bande dessinée que l'Ukraine a justement aussi son histoire distincte qui se détache clairement de celle de la Russie. Bref, merci beaucoup parce que c'est parmi les meilleures ventes sur les différents sites ces derniers jours et aussi en librairie. Et pour la découvrir et la commander, je vous mets le lien en description, sachant que je serai aussi en dédicace ce vendredi à Vincennes. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les hypothèses se précisent après l'assassinat jeudi dernier à Marseille de Mehdi Kessassi, le petit frère du militant écologiste Amine Kessassi, engagé notamment dans la lutte contre le narcotrafic. Le procureur de la République de Marseille a confirmé ce lundi sur France Inter que l'autopsie avait révélé qu'il pourrait avoir été tué par un commando criminel aguerri. Selon lui, le crime d'avertissement est la piste privilégiée. La raison, Amine Kessassi faisait l'objet de menaces et de pressions en raison de son discours sur les ravages causés par le trafic de drogue. Il était depuis plusieurs semaines placé sous protection policière. L'objectif de cet assassinat ciblé pourrait donc être de faire taire le militant. Une enquête a été ouverte. Les obsèques de Mehdi Kessassi auront lieu ce mardi. On vous tiendra au courant. Deuxième actu après la découverte de profils Vinted redirigeant vers des contenus pornographiques. La haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, a annoncé ce dimanche avoir saisi l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique. Cette décision, elle fait suite à une enquête de plusieurs médias, dont l'Informé. En fait, certains profils sur Vinted proposaient à la vente des maillots de bain ou de la lingerie, mais les photos servaient d'appât pour rediriger vers des comptes personnels diffusant des contenus sexuellement explicites sur des plateformes comme OnlyFans ou encore Mime. Pour Sarah El Haïry, Vinted ne peut pas se permettre de ne pas contrôler ce qu'il y a sur sa plateforme. Alors même si l'application est destinée aux plus de 18 ans, aucune vérification de l'âge n'empêche l'accès aux mineurs. Or, depuis 2024, la loi en France oblige les sites diffusant de la pornographie à vérifier l'âge des utilisateurs, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au blocage. De son côté, Vinted a assuré avoir une politique de tolérance zéro concernant les communications non sollicitées à caractère sexuel ou la promotion de services sexuels. L'entreprise encourage toute personne ayant constaté un contenu préoccupant à le signaler et assure que tout contenu inapproprié sera supprimé. Troisième actu, en Iran, les autorités ont lancé ce samedi une opération d'ensemencement des nuages pour provoquer des pluies au-dessus du lac d'Urmia, dans le nord-ouest du pays. Cette initiative, elle intervient alors que l'Iran subit depuis des années une sécheresse persistante et des vagues de chaleur aggravées par le changement climatique. Le lac d'Urmia, le plus grand lac du pays, a largement rétréci en raison de cette sécheresse. L'ensemencement, ça consiste à pulvériser dans les nuages des particules d'iodure d'argent, un composé chimique qui permet de provoquer une pluie artificielle. Grâce à cette méthode, la pluie est tombée ce samedi sur plusieurs villes de l'ouest et des chutes de neige ont été observées sur le massif d'Elbourz et la station de ski Tochal au nord de Téhéran, la capitale du pays. D'autres opérations sont prévues dans les provinces de l'Azerbaïdjan oriental et occidental. Selon les autorités locales, l'Iran connaît actuellement son automne le plus sec depuis 50 ans et les précipitations dans la capitale n'ont jamais été aussi faibles depuis un siècle. Les niveaux d'eau des réservoirs qui alimentent plusieurs provinces ont atteint des niveaux historiquement bas. Au début du mois, le président iranien Massoud Pezeshkian avait averti que sans pluie avant l'hiver, Téhéran pourrait devoir être évacué. Quatrième actu, l'ancienne première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a été condamnée à mort ce lundi par la justice pour crime contre l'humanité. Pendant les manifestations de l'été 2024, elle avait ordonné une répression meurtrière contre les manifestants, principalement des étudiants qui demandaient une réforme du système de quotas utilisé dans la fonction publique bengali. Ces manifestations avaient fait au moins 1400 morts selon l'ONU, pour la plupart des civils. Réfugié en Inde après la chute du gouvernement en août 2024, Sheikh Hasina a été jugé en son absence depuis juin 2025 par un tribunal de Dhaka, la capitale du pays. Ce lundi, le procès a pris fin et les juges l'ont donc reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation relevant du crime contre l'humanité. Silencieuse depuis son exil, elle a déclaré à l'AFP en octobre nier toutes les charges qu'elle juge infondées. La justice a également condamné à mort l'ancien ministre de l'Intérieur, lui aussi en fuite. Quelques heures après l'annonce du jugement, les autorités bangladaises ont appelé l'Inde à extrader
extradés, donc à remettre les 2 anciens dirigeants au Bangladesh, estimant, je cite, qu'accorder l'asile à ces condamnés serait extrêmement inamical et une offense à la justice. 5e actu, en République démocratique du Congo, au moins 32 personnes sont mortes ce samedi dans l'effondrement d'un pont sur le site minier de cobalt de Kalando, dans le sud du pays. Le bilan reste provisoire car les recherches pour retrouver les disparus se poursuivent actuellement. Le ministre provincial de l'Intérieur avait interdit l'accès au site en raison de fortes pluies et des risques d'éboulement, mais des creuseurs clandestins y ont forcé l'entrée. Leur traversée précipitée a provoqué l'effondrement d'un pont artisanal construit pour franchir une tranchée inondée. Selon un rapport de la SAEMAP, un organisme gouvernemental spécialisé dans l'assistance des coopératives minières, un mouvement de panique a été causé par des militaires présents sur le site. Dans leur chute, les mineurs se seraient, je cite, entassés les uns sur les autres, causant des blessures et des morts. Cette tragédie rappelle les dangers auxquels sont exposés les mineurs artisanaux en RDC, un pays qui produit plus de 70% du cobalt mondial, un métal essentiel pour les batteries utilisées dans l'électronique et les voitures électriques. La majeure partie en est extraite dans des mines industrielles géantes, mais plus de 200 000 personnes travaillent comme creuseurs dans des sites illégaux. 6e actu, après plus de 4 mois de détention au Venezuela, le français Camilo Castro est arrivé en France ce dimanche. À sa sortie de l'avion, il a notamment lancé, je cite, « Vive la liberté, vive l'égalité et vive la fraternité. Puissent tous les êtres sur cette terre vivre libres de toute souffrance ». Emmanuel Macron a déclaré sur X ce dimanche partager le soulagement de ses proches et a remercié tous ceux qui ont œuvré à sa libération. Camilo Castro avait disparu le 26 juin dernier au poste frontière de Paraguachón, entre le Venezuela et la Colombie, où il résidait. Il était accusé sans preuve de terrorisme par le régime du président vénézuélien Nicolás Maduro. Dans un rapport publié mi-juillet, l'ONG de défense des droits humains Amnesty International a dénoncé les disparitions forcées menées au Venezuela depuis la réélection de Nicolás Maduro en juillet 2024, qui cible les opposants et les touristes étrangers. Des ressortissants de plus de 30 nationalités seraient actuellement détenus dans les prisons vénézuéliennes. Et enfin, dernière actu, et c'est une bonne nouvelle, 1,4 million de décès ont pu être évités dans les pays à faible revenu grâce aux campagnes de vaccination contre le papillomavirus humain, selon un rapport publié ce lundi par Gavi, l'Alliance du vaccin. Ce virus est notamment responsable du cancer du col de l'utérus. Depuis 2023, une relance du programme de vaccination, caractérisée par la baisse du coût des vaccins et une augmentation de l'offre, a permis de vacciner 86 millions de filles qui sont donc désormais protégées contre la principale cause de cancer du col de l'utérus. Ce cancer, il touche surtout les pays à faible revenu, principalement situés en Afrique, où le dépistage et les traitements sont limités. En 2022, ces pays ont enregistré 90% des 350 000 décès mondiaux liés à ce cancer, selon Gavi. Merci beaucoup Blanche. Alors, je le disais, vendredi, je serai en dédicace à Vincennes, donc juste à côté de Paris, sur la ligne 1. Je vous mets toutes les informations directement en description. Je mets aussi le lien pour commander la bande dessinée. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.